Bonjour, nous sommes le 15 novembre 2016 et cette fois-ci je vais vous parler de la vérité sur les ninjas, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir à ma conférence dernièrement à Saint-Jean-Valence. Donc voilà, les ninjas, tout le monde en parle, tout le monde connaît ou croit connaître les ninjas. Tout le monde y va de son histoire, des Chinois, la Terre de Mu, enfin ouais, ça va du plus folklorique, on va dire au moins historique. Donc du mythique, on va dire, de la légende totale. Et quand on m'en parle, on me dit non mais moi je sais que les ninjas faisaient ceci ou faisaient cela. Ah bon? Et je réponds où as-tu vu ça? Et il me dit dans les films. Alors je réponds, à l'époque des ninjas, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de caméra. Ensuite on me dit, oui mais moi sur mon jeu vidéo, Tenchu, machin, etc., il est dit que les ninjas tuaient, pénétraient, égorgeaient, etc., etc. Et quand je lui dis que ce ne sont que des jeux, la personne me répond, oui mais ceux qui font des jeux, les scénaristes, ils se renseignent. Alors ils se renseignent où? Ils se renseignent où? Étant donné que le Japon a baigné dans une espèce de bouillie culturelle envers les ninjas, très influencé par les ninja boom qu'il y a eu chez eux, on va dire fin 19e, début 20e et vers les années 50-60, on va parler de tout ça. Et en plus, les Occidentaux, ils ont hérité de tout ça. Alors, pour être très précis, je vais donner les versions officielles de l'université de Mie en la personne au départ du professeur Katsuga Yoshimaru. Tout d'abord, si on veut faire un point, avant de prendre les précisions, si on veut faire un point, qu'est-ce que nous savons en 2016 des ninjas? Uniquement ce que l'on voit dans les films d'arts martiaux, dans les dojos d'arts martiaux, et dans les mangas, voilà. Alors c'est un mot très récent en fin de compte, le mot ninja, on va le voir, date du milieu du XXe siècle. La représentation du ninja avec la cagoule, c'est pareil, ça date des années 60, 50-60. Parce que le personnage que l'on voit avec une cagoule est inconnu avant 1742. Donc on est loin des ninjas, Nobunaga et compagnie. En fin de compte, c'est dans le théâtre Bunraku, qui date du XVIe siècle, que pour identifier les personnages, quel était le bien, celui qui défendait le bien et quel était celui qui commettait le mal, pour un public populaire, on va dire, pour pas dire populeux, qui savait ni lire ni écrire, il fallait des codes, et les codes vestimentaires sont très 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 importants au Japon. Et un des codes, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a un personnage en noir, hein, le noir était déjà une couleur assez dure à obtenir dans la teinture, donc le personnage est dans le noir, hein, c'est le mauvais, c'est le méchant. Il a une cagoule, on ne voit pas son visage, voilà, les gens se masquaient quand ils allaient dans les quartiers au plaisir, vous voyez, les quartiers des plaisirs, voir les prostituées, les samouraïs se mettaient une cagoule, donc c'est ce genre de cagoule que l'on veut mettre en permanence sur les gens qui font le mal. Vous voyez, aller voir une prostituée, c'est pas forcément bien, donc on met une cagoule pour se masquer, pour aller voir les prostituées. Comme si on allait faire un hold-up, vous voyez. Que dire de plus? On commence à voir des ninjas vêtus de noir dans le manga de Kusai. Donc c'est un manga qui est très connu, où on voit un ninja qui grimpe le long d'une corde. Si je le retrouve, je vous le montrerai. Mais bon, lors de mes conférences, évidemment, j'ai toutes ces illustrations. Et on ne parle jamais de femmes ninja. La kunoichi, c'est une invention des années 1950 pour rebondir sur le personnage des James Bond Girl. Oui. Donc, les gens qui font des grandes commissions ou des stages de kunoichi, ils ne font que reproduire des trucs de cinéma, quoi. Je veux dire, je ne sais pas comment définir ça. Les kunoichi, on les voit dans les années 50 au Japon, dans des romans de gare.
Donc, pour le professeur Katsuga, on ne parle pas de ninja, on parle de shinobi. Et le shinobi, c'est un personnage qui a eu des activités historiques du XIVe siècle jusqu'en 1868. Évidemment, c'est beaucoup plus rare en période de paix, mais bon, voilà. Le ninja, lui, est né après 1950. Le ninja, on le trouve par trois manières dans la littérature. Le professeur Katsuga est un professeur de littérature médiévale à l'université de Mie. Donc il est chercheur au département de recherche sur l'étude du ninjutsu depuis 2012. Donc, dans la littérature, le ninja est défini par une personne qui pénètre discrètement dans une maison. C'est surtout le côté voleur au départ. Si vous allez sur Google Traduction et vous mettez le kanji ninja, c'est Shinobi Mono, vous voyez celui qui vole, l'homme du vol, l'homme du larcin. C'est bizarre, ça dépend des versions, mais j'ai été étonné de voir ça, l'homme du larcin. La personne du larcin, si vous voulez, ninja. Donc ninja est un terme du XXe siècle, hein, je répète. On disait Shinobi no Mono avant pour définir des espions spécialisés dans la survie. Donc effectivement, ils avaient un entraînement particulier, qui n'était pas un entraînement forcément d'arts martiaux, mais un entraînement de survie, à savoir survivre, savoir être discret, faire du théâtre, pouvoir se déguiser, changer vite d'habit, voilà. Mais s'introduire dans les maisons, mais ce n'étaient pas des combattants, c'était des gens qui ne devaient pas se faire prendre, qui n'avaient pas intérêt à avoir des armes sur eux, donc les armes ninja n'existent pas. C'est une invention de ceux qui veulent faire des livres, vendre des livres, et d'ailleurs si vous allez au Japon chercher des musées de ninjutsu, vous avez des musées de cinéma. Vous voyez, vous les trouvez à Kyoto, vous les trouvez dans des maisons qui reproduisent des, comment on peut dire, des instruments, des objets de cinéma que l'on retrouve dans les films des années 50-60. À Toei Gamura, par exemple, au village à Kyoto, au village de cinéma à Kyoto, vous avez énormément d'instruments dits ninja qui sont simplement les instruments qui ont servi dans des films de ninja des années 50-60. Donc Kato Danzo ou Ishikawa Goemon sont surtout connus comme étant des voleurs. Voilà, donc des personnes discrètes, bien sûr, ninja ou shinobi no mono, si vous voulez. Mais on les voit dans les illustrations, dans les anciens documents, surtout en tant que voleurs. Ils kidnappent des femmes, et, voilà. Ensuite, dans une pièce de théâtre qui date de 1742, on voit effectivement un personnage avec une coiffe, comme la coiffe dont je vous parlais, les coiffes que prenaient les hommes pour aller voir les prostituées dans les quartiers de plaisir, et habillé de noir. Donc c'est la première fois qu'on voyait un ninja en noir. Un peu plus tard, fin 18e, on voit dans une brochure publicitaire pour une pièce de théâtre de marionnettes, on voit effectivement un personnage habillé de noir qui lance un beau shuriken, hein, c'est ça mais en acier. Oui. Il n'y a pas d'étoiles, les ninjas n'utilisaient pas forcément les étoiles. On ne voit pas, il n'y a aucun texte disant que les ninjas lançaient des étoiles. Pas avant fin 19e, début 20e, on va dire. Deuxième représentation du ninja, c'est un magicien. Un magicien au pouvoir magique, comme Gokugai ou Jiraiya, voilà, ou Nikidanjo qui peut voler. Voyez, alors, il y en a qui se transforment en crapaud, il y en a qui volent. Ça c'est le côté qui a été utilisé en France par certaines personnes qui se disaient, se prétendaient Yamabushi, et qui promettaient des pouvoirs magiques à leurs élèves, hein, dont certains sont encore à la tête de plus ou moins officiellement de fédération ou de direction technique. Hein, donc c'est des gens qui étaient venus chercher des pouvoirs magiques. Voilà, à certaines personnes qui se disaient Yamabushi en prétendant pratiquer du ninjutsu. Voilà, donc c'est un peu bizarre. La troisième représentation, c'est le ninja habillé de noir, utilisé à but militaire. Alors dans la littérature, c'est vraiment exceptionnel, on n'en parle pratiquement pas. Ça c'est clair que voilà, dans la littérature, voilà, les professeurs japonais disent non, on n'en entend pas parler. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que le professeur Hiroshi Ikeda, lui, a précisé que beaucoup de personnages que l'on voit, dont on entend parler, par exemple,
je vous ai parlé de Sarutobi Sasuke, etc. Ce sont des personnages comme Ishikawa Goemon, etc., qui pratiquement n'ont jamais existé. Ce sont des Robins des Bois, ce sont des héros de la mythologie, si on peut dire. C'est pour les enfants, et on en parle surtout au début du XXe siècle, vers 1911, dans des séries, des séries, comme on peut appeler le Club des Cinq. Vous voyez, chez nous, on avait les Bibliothèques Roses, ce sont des romans pour adolescents. Donc les ninjas, ce qu'on appelle ninja, c'est-à-dire les shinobi no mono, en fin de compte, étaient plus des espions, hein, dans la lignée des James Bond. Hein. Donc il n'est pas question d'être habillé en noir avec une cagoule en plein jour, et avec un sabre dans le dos et des instruments partout sur soi. Ça vous a jamais étonné que dans les films, parce que c'est là qu'on voit les ninjas, entre guillemets, puisque ce sont des personnages fictifs de cinéma, qu'un gars peut arriver en plein jour habillé en noir, se glisser dans une pièce toujours habillé en noir, sortir un sabre, marcher doucement et crier avant d'attaquer, vous voyez, ça n'a aucun sens, ne serait-ce qu'un ninja qui attaque n'a aucun sens. S'il attaque, il est découvert, sa mission réduite à néant, hein, donc ça n'a plus aucun sens. Donc le professeur Ikeda, lui, explique, on connaît surtout maintenant le ninja à travers l'image de Naruto, hein, et lui, en fin de compte, il explique que Naruto, c'est l'équivalent des personnages que l'on voyait dans les romans au début du XXe siècle. Oui, donc c'est des personnages fictifs. Voilà, le terme ninja fut diffusé par les médias, cinéma, dessins animés, romans, mangas. Et un ninja ne devait pas être célèbre. Si on a des livres comme Sarutobi Sasuke, avec plein de noms ninja qui l'accompagnent, ça n'a aucun sens. Un ninja ne donne pas de nom. Un shinobi, non, un espion ne va pas donner son nom, et pourquoi pas son visage, vous voyez. Donc ça n'a aucun sens. Donc les ninjas n'étaient pas des guerriers, mais c'était des espions qui avaient des missions des informations, ou d'aller chercher des renseignements, et étaient spécialisés dans la survie, ça c'est important. Alors, d'après le professeur, toujours Katsuga, les personnages justement que l'on retrouve dans les années 50, habillés de noir, aux côtés de la femme ninja, avec des sabres et qui vont saccager un peu tout à droite et à gauche, c'est eux qui ont véhiculé la mauvaise image de ninja. Et justement, cette université de Mie, aux côtés du gouvernement japonais, essaye de retrouver, faire valoir la vraie image du shinobi no mono, de l'espion. Et au Japon, maintenant, depuis peu, on fait bien la différence entre le ninja, personnage fictif, et le shinobi no mono, personnage historique, qui lui était, comme je dis plusieurs fois, un agent de renseignement, quelqu'un qui pouvait désinformer, véhiculer des mauvaises informations. Alors, on parle par exemple, le personnage clé, justement, où l'on commence à parler du ninja, genre Robin des Bois, hein, du ninja qui essaye d'être positif, c'est Sarutobi Sasuke, donc défendeur, on va dire, grand défenseur de la veuve et de l'orphelin. Alors, on pense qu'il est inspiré d'un personnage ayant vraiment existé au XVIe siècle, qui s'appelle Kozuki Sasuke. Alors, l'origine est ainsi. Dans les romans de Tatsukawa Bunko, entre 1911 et 1920, donc les trois romans sont Sanada Sandaiki, donc les personnages qui accompagnent Sanada, Sarutobi Sasuke, le personnage, et Sanada Juyoshi, les 10 héros de Sanada. Ce sont ces romans qui ont fait connaître justement Sarutobi Sasuke. Voilà. Les 10 héros de Sanada, hein, surtout le roman très connu des 10 héros de Sanada, hein, Sanada Juyoshi. Alors le caractère héroïque de ces personnages servent à promouvoir un petit peu la justice, hein, les ninjas qui ont des pouvoirs magiques, qui peuvent voler, qui peuvent se transformer, disparaître, etc. On veut dire que ça date des années 11 jusque dans les années 20, ceux qui sont à l'origine du ninja boom au XXe siècle.
Il y a eu plusieurs rebonds, hein, bien sûr. Hein. Alors par exemple dans ces romans, ce sont des contes populaires, hein, on montre Sarutobi Sasuke qui rencontre un personnage qui s'appelle Tozawa Hakunsai, dans les montagnes de Togakushi. Voilà, donc est-ce que Tozawa Hakunsai a vraiment existé? Est-ce un roman? On dit que le personnage Tozawa Hakunsai enseigne l'Ankoku Toshitsu, l'art de voir dans l'obscurité à Sarutobi Sasuke, donc toujours pareil, hein, c'est une légende, hein, c'est un roman, hein, etc. Alors vers les années 1913 évidemment, les jeunes s'arrachaient ces romans-là, ils arrivaient tout juste dans le XXe siècle, il y avait une perte de culture, ils cherchaient des héros, ils cherchaient à s'identifier à quelque chose de, on peut dire, à des personnages historiques, traditionnels, culturels. Et dans les années 60, il y a des films d'animation sur les ninjas, et Sarutobi Sasuke, sauveur de la veuve et de l'orphelin, justicier parmi les justes, voilà, et les premiers dessins animés sont sortis dans ces années-là, dessins animés montrant ce Robin des Bois japonais, hein, qui était pourvu de pouvoirs magiques, et ça a mené un petit peu au personnage de Jiraiya, qui lui est repris dans les années 80. D'accord, 80, jusqu'en 90 pratiquement. Voilà, donc ce sont des personnages fictifs, hein. Jiraiya se transformé en crapaud, hein, donc c'est un magicien. Donc vous aviez le personnage le voleur, ensuite on a parlé plutôt du magicien, et ensuite du combattant. Et dans les années 11, on arrive plutôt sur un côté, le ninja est un héros, repris, comme je vous l'ai dit, par Maître Hatsumi dans la série Jiraiya dans les années 1980. Donc, autre précision du professeur Ikeda, il va rencontrer certains groupes en Espagne où il voit des gens qui utilisent un petit peu le nom du ninjutsu pour faire des exercices paramilitaires. Ils se mettent des cagoules, ils vont dans les forêts, ils lancent des shurikens, ils se battent, ils font des katas de sabre et de kama. Alors, d'où viennent ces katas? On ne sait pas, puisque, comme il dit, même au Japon, ça n'existe pas, ce genre de groupe. Ce genre de groupe qui défilent au garde à vous, voilà, qui font des rituels comme ça, n'existe pas au Japon. Il dit ça, c'est vraiment une espèce de suite des personnages paramilitaires du ninja des années 1950 et 2000, voilà. Où le ninja est Rambo, en fin de compte, hein, c'est ça, c'est du Rambo. Hein. Rambo qui en japonais veut dire violent d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un hasard. Donc le ninjutsu n'est pas un art martial, ça c'est important, il n'a pas d'arme forcément spéciale au ninja, hein. Ce sont des outils qu'il utilise, hein. On appelle ça des ningu, des instruments ninja. Hein. Donc généralement ce sont des instruments plus ou moins du monde agricole qui sont détournés pour être utilisés, pour escalader comme des griffes. Hein, voilà. Voilà, donc en fin de compte, Maître Ikeda, enfin, le professeur Ikeda parle beaucoup que tous les personnages que l'on connaît, en fin de compte, sont des personnages tout à fait inventés, des personnages fictifs, des personnages de romans. Il y avait bien des shinobi, hein, par exemple, on croyait longtemps que Basho, dont la tombe est à Iga-Ueno, était un ninja, alors qu'on s'est aperçu, parce qu'il y avait des notes sur ses carnets, alors qu'on s'est aperçu, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était son accompagnateur, si on peut dire, son servant, son jeune servant, qui lui était un ninja et qui devait tracer des cartes, faire de la cartographie en profitant des voyages de son maître, Basho. Voilà, donc juste pour expliquer tout ça, hein, il y a eu des shinobi no mono qui étaient des espions, qui n'avaient pas de cagoule, qui ne se promenaient pas en noir, qui passaient dans la foule complètement inaperçus, évidemment, hein, qui pouvaient même changer d'apparence, hein, avec des vestes réversibles, avec des perruques, enfin des postiches, en changeant sa façon de marcher. Donc tout ça, c'est une évidence. Hein. Le but du ninja, c'est de ne pas paraître fort, ne pas laisser d'odeur, ne pas laisser de traces. Si un personnage change 3 fois de costume, mais sans toujours le ricard et la clope, évidemment,
Bon, ceci, s'il sent carré la clope en France, il passerait inaperçu. Alors, voilà le ninja, là, vous voyez bien que ça c'est un personnage du cinéma, et ça c'est un personnage de manga. Vous voyez ? Évidemment, c'est toujours intéressant de voir que on parle toujours de... Vous voyez ? Donc ça c'est Maître Nawa, il me semble, spécialiste des armes à chaîne, qui voilà, avait ce personnage-là. D'ailleurs, c'est pas Maître Nawa, c'est Saigo Fujita, pardon. Maître Nawa a aussi un costume, mais ce n'est pas celui-là. Donc vous voyez, on voit bien hein, Shinobi no Mono, des films. C'est bien un personnage hein, de film. Et d'ailleurs, comment connaît-on le ninja? Eh bien, tout simplement par les films. Il n'y a absolument aucun écrit, on va dire, montrant la vie d'un ninja. Ouais. On peut connaître des maisons fortifiées comme ceci, des maisons fortifiées et avec des caches secrètes, hein, ça c'était Aiga, ce sont ce qu'on appelle les gakure, les villages fortifiés. D'ailleurs, si vous allez à Igawano, vous avez le célèbre musée d'Igawano, hein, qui vous explique un petit peu comment étaient les shinobi. Et là, on parle plutôt du personnage, aussi bien cinéma que ce personnage ayant existé, vu que leur intérêt est quand même de faire venir les touristes. À Koga, vous avez une statue montrant un ninja. Évidemment, ce n'est pas un assassin, c'est quelqu'un qui a à la main et à ses pieds un pilon pour faire des médicaments. Donc, vous voyez, donc, on est loin du personnage assassin. Il est hors de question pour les Japonais qui font des statues à Nobunaga, Hideyoshi, Tokugawa, donc des héros, de faire des statues pour montrer des assassins. Un ninja assassin est une invention du cinéma, d'accord ? Le ninja assassin est simplement une invention du cinéma. Ça n'existait pas, vous voyez ? Ça n'a jamais existé. Quelqu'un en noir, avec un sabre particulier qui se faisait remarquer, ça ne ressemble à rien. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les années 50, il y a un film sur l'enfance de Hattori Hanzo, qui était samouraï et pas ninja, par exemple. Vous le voyez déjà, il a 4 ans et il a déjà des griffes ninja à sa taille pour parer des sabres. Ça n'a aucun sens. Faut réfléchir. Hein. Un enfant de 4 ans ne peut pas parer un coup de sabre d'un samouraï, je veux dire, d'un guerrier, ça n'a aucun sens. Par contre, comme je vous ai dit, vous avez des ninja shows au musée d'Igawano, voilà, qui sont pour attirer les touristes, voilà, donc, comme à Castillon-la-Bataille, vous avez des défilés de chevaliers, vous avez des représentations de bataille, voilà, pour attirer les touristes. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo pour simplement vous parler des 3 façons dont les Japonais ont entendu parler des ninjas dans la littérature, c'est-à-dire quelque part où il y a des traces. La littérature, l'écriture, l'histoire, c'est vraiment basé sur des traces. Et un ninja ne fait pas trace, un ninja ne se montre pas. On parle tout à fait au début... je crois du XVe siècle, on parle d'un shinobi no mono qui serait introduit dans un temple, mais voilà, c'est même au début du XIVe siècle, hein, dans le Taieiki, hein, on parle d'un shinobi no mono qui serait venu en 1338 à Kyoto, un shinobi particulièrement habile à profiter de la pluie nocturne pour s'infiltrer et mettre le feu, donc pour détruire un temple. Voilà, donc c'était la guerre des temples à cette époque. Voilà, donc l'utilisation du feu, vous connaissez, hein, on met le feu à une porte pour que les soldats puissent rentrer par l'autre porte, on détruit des traces, on détruit des écrits, voilà. Donc le ninja avait son rôle dans une grande stratégie, hein, une stratégie globale qui était le maintien de la paix.
Donc quand on parle des ninjas en tant qu'assassins, etc., n'oubliez pas quelqu'un qui tue, quelqu'un qui vient tout doucement dans une maison et qui tue pendant la nuit un personnage en lui coupant la tête comme on voit dans les films et qui part. Bon, le matin, quand la maisonnée se réveille et qu'elle voit une personne sans tête, elle se dit pas « Tiens, il s'est suicidé ou il est mort dans son sommeil ». Donc on voit bien que quelqu'un est venu, il n'a pas laissé de traces, il a coupé la tête. Donc on dit « Tiens, un ninja est venu, il a coupé la tête ». Ça n'a aucun sens. C'est digne d'un scénario d'Hollywood. Et ça fait partie des scénarios d'Hollywood. Voilà, donc c'était pas prévu que je fasse cette vidéo aujourd'hui, il est tard, il commence à faire nuit, donc j'ai eu du mal à trouver une lumière plus ou moins adéquate, mais je tenais à faire cette vidéo pour rassurer un petit peu tous les gens qui suivent mes travaux, les travaux de Guillaume Lemagnien, les travaux de l'université de Millet. Ce n'est pas une légende, c'est une université qui est reconnue par le gouvernement, ce sont des gens qui font des recherches sur le ninjutsu, comme a fait Maître Hatsumi dans les années 70-80, à l'époque où il a écrit énormément de livres sur les ninjas, principalement, on va dire, voire à 100% à destination des enfants, avant qu'il ne fasse son livre Tenshinjin Ryaku no Maki, Togakuraryo Nimpo Taijutsu, c'est-à-dire une espèce de taijutsu, c'est-à-dire de travail du corps, en privilégiant l'endurance, donc Nimpo Taijutsu, Nimpo, qui veut dire un petit peu la voie de l'endurance, ou en technique endurante, voilà. Donc, bonne soirée à toutes et à tous, toujours dans le chemin de la démystification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur ma page mail, hein, donc c'est lemonde-des-arts-martiaux@gmail.com, donc le monde des arts martiaux en minuscule attaché, @gmail.com. Je vous répondrai. Si vous voulez que je fasse une vidéo en précisant des points particuliers. Alors, pour répondre à beaucoup de questions, oui, effectivement, j'ai été séduit par le personnage des ninjas dans les années 80, même si ce n'est pas ça qui m'a amené à faire des arts martiaux, puisque j'avais déjà 20 ans d'arts martiaux quand j'ai entendu parler des ninjas la première fois. Et voilà, oui, bien sûr, et c'est ce qui m'a donné l'envie d'en savoir plus. Et quand on cherche à savoir, on trouve. Et beaucoup de gens n'aiment pas ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé, en fin de compte, voilà, au bout de 150 livres achetés, une dizaine de voyages au Japon, et en suivant l'université de Millet, évidemment, j'ai trouvé les définitions exactes du ninjutsu, de ce qu'étaient les ninjas, ce que c'est que le ninjutsu, ce que c'est que le nimpo, ce que c'est qu'un ninja, ce que c'est qu'un shinobi no mono, quels étaient les types d'entraînement des shinobi no mono. Tout ça, ça reste à déterminer en voyant comment les espions s'entraînent actuellement. Ce n'est pas des gens des forces spéciales, les ninjas. Il faut arrêter de croire que le ninja, c'est celui qui peut soulever des charges lourdes. Voilà, ça n'a rien à voir. Un ninja ne doit pas paraître fort. Première règle. Enfin voilà, on pourra en reparler dans les stages. Cette conférence, mini-conférence que je vous ai faite, sera totalement illustrée dans mon prochain stage. Je pense que c'est du 17 au 20 décembre à Saintes. Donc j'en profite des vacances de Noël. On verra vraiment comment survivre dans un combat de groupe. Qu'est-ce que c'est que la survie urbaine? Qu'est-ce que c'est que le non-combat? Qu'est-ce que c'est que mou? Qu'est-ce que c'est que coup? Donc le vide, la non-pensée, la non-existence, voyez, ne pas émettre de pensée, comment arriver à devenir quasiment invisible dans un combat, c'est-à-dire la personne vous attaque, mais elle ne capte pas votre perception. Voilà, donc tous ces genres d'exercices, ce sont des exercices, hein, c'est pas de la théorie, hein, ce sont des choses que l'on pratique et que l'on voit, on constate que ça marche. Et d'ailleurs, quand je fais un stage et que je travaille sur ce travail on va dire un travail interne, hein, en fin de compte, hein, pas interne d'énergie interne, c'est plutôt introspectif, vous voyez, un petit peu. Et les gens s'en souviennent, ils me disent super, toi tu as fait 40 techniques dans le week-end, mais c'est le travail de méditation en mouvement, le travail de non-pensée, le travail on peut dire déverrouillage du cerveau reptilien, du blocage du mental pour agir au moment juste, avec l'action juste. Donc sur tous ces exercices qui marquent, parce que des techniques pour faire des techniques, ça ne sert à rien. Il y a des tas de gens qui mélangent des tas de techniques avec des noms
vous mélangez le judo, l'aïkido, le karaté, le jujitsu, le karaté, le jujitsu, le judo, l'aïkido, l'aïkido, le jujitsu, la boxe, karaté, ça reviendra toujours au même, ce serait de la castagne, ce sera de la bagarre, ça n'a rien à voir avec la survie. C'est pas parce que vous savez bien vous battre, bien donner des coups de poing, des coups de pied, que si vous avez 50 bonhommes qui arrivent avec une machette, parce qu'ils n'ont pas eu leur steak ce jour-là, bah c'est vous le steak, d'accord? Donc moi ce que je veux enseigner c'est la survie. Vous voyez, la survie, et donc je me base des techniques ninja, hein, des principes ninja, des shinobi, d'accord, on est d'accord, hein, c'est dur hein, pour moi aussi, hein, les principes shinobi, d'entraînement shinobi, justement pour ne pas tomber dans le principe, le ninja va sortir son sabre, il va se battre contre 50 bonhommes. Non, le ninja, il voit la troupe arriver, et il sait ce qu'il a à faire pour passer inaperçu. Voilà, on voit ça en stage, je vous explique tout ça. Je pense que, voilà, comme j'ai toujours dit, hein, les dangers qui arrivent, hein, même en replay en parlait il y a déjà 20 ans, voilà, le danger c'est pas que quelqu'un vous attaque, c'est qu'une foule arrive sur vous. Voilà. Henri parlait beaucoup de danger de la foule, voilà. C'est-à-dire ce sont surtout des gens qui meurent de faim, qui vont venir par grappes et qui vont envahir votre ville et qui risquent de poser problème, voilà. Donc c'est simplement ça dont on parlait avec Henri Play. Voilà, donc bonne soirée à tous encore et encore. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à poser des questions. Pour les insultes, vous les gardez, ça me dérange pas du tout. C'est ce que quand je montre des principes un peu subtils, ceux qui ne comprennent pas, tout de suite ils vont dans l'insulte. Vous savez, quand vous insultez, c'est que vous n'avez aucun argument. Et quand les gens ne comprennent pas, ils se retrouvent comme une poule devant un clavier d'ordinateur. Et alors ils insultent, parce que ça, tout d'un coup, là, ils ont eu un vide mental, ils ont eu peur. Vous voyez, ils ont eu peur du vide, hop, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, il m'a montré une technique, j'ai pas compris. Et quand les gens voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, eh ben, c'est de la triche, et voilà, ils essayent d'insulter. Je suis désolé, j'y peux rien, moi ça fait 45 ans que je fais des arts martiaux, si j'arrive à faire des trucs que vous n'arrivez pas, c'est normal, hein. J'ai eu ma période où je travaillais avec la force, voilà. Voilà. Maintenant, voilà, je suis sur un autre niveau de pratique et tous ceux qui s'entraînent avec moi l'ont bien compris et le constatent et le pratiquent. Donc, voilà, cette fois c'est bien fini. Donc bonne soirée et n'oubliez pas, il y a un stage du 17 au 20 décembre à Saintes. Commencez à réserver l'auberge de jeunesse ou débrouillez-vous pour trouver un camping-car. Oui, de toute façon, on va s'entraîner 2 jours en dojo pour apprendre vraiment à faire les chutes et pour utiliser un maximum justement les boucliers de frappe, les casques, les armes et tout ça pour vraiment être prêt et savoir bien donner une frappe, une coupe et un coup. On va dire sur des partenaires qui bougent, et comment arriver à se faufiler dans une foule, on va travailler ça à l'extérieur. Donc voilà, donc je rigole parce que c'est vrai que je vois déjà ce que je vais faire et c'est vrai que c'est assez impressionnant et vous ne partirez pas sans avoir votre propre programme, à savoir comment développer ce qui va vous permettre de survivre en cas d'agression, c'est-à-dire l'endurance, la résistance, la VO2 max, la rapidité, la force puissance sur des exercices hypertoniques que l'on retrouve dans le parcours et des choses comme ça. Voilà. Donc des petits trucs sympathiques mais qui sont pratiques. Hein. Moi, les katas, les machins comme ça m'intéresse pas plus que ça. On est tous dans la transmission, on est d'accord, on est tous des gens qui héritons d'une histoire, d'une tradition, et on la transmet, ok, mais il y a un moment... Il faut aussi faire du pragmatique et faire quelque chose qui sert à quelque chose. D'accord? Donc, les pros du MMA, ils disent les arts martiaux traditionnels servent à rien. Oui, mais le MMA contre une foule avec une machette, non plus. Vous voyez? Donc, on est dans autre chose et on s'aperçoit que cette autre chose n'est pas développée dans le civil. C'est normal, vous inquiétez pas. On vous a dit arts martiaux et vous êtes tombé dans le piège. Non. L'art martial, c'est l'art militaire, et c'est normal qu'on vous apprenne pas comment survivre à des émeutes ou quoi que ce soit, puisque justement, c'est pas votre rôle. Ok, bon, je vais pas en dire trop, on parlera de tout ça. À bientôt, et écoutez, bon courage, et puis à tout de suite.